Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence de Smart Women, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Chaque mois, des personnalités, des hommes, des femmes viennent y témoigner de leurs convictions sur la nécessité que les femmes occupent leur juste place dans les sphères de pouvoir économique, politique, médiatique. Alors, pourquoi cette volonté partagée ? Tout simplement pour un meilleur équilibre de notre société, plus de valeur ajoutée créée et également la promesse finalement que le monde futur sera écrit à égalité par les hommes et par les femmes. Alors aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de recevoir Sandra Legrand, qui est tout à la fois entrepreneur, conférencière, auteure, et qui sera là aujourd'hui au titre de sa fonction de présidente de l'association Entreprendre pour apprendre. Viendra ensuite Patricia Chaplotte, également entrepreneur, mais aussi créatrice, fondatrice et présidente des Femmes d'influence. Et elle nous parlera justement de la façon dont les femmes doivent être visibles et influentes. Et pour la séquence portrait, je recevrai Karine Chénaud, qui est la présidente exécutive du groupe Lambert, qui est un groupe familial spécialisé en tréfilerie et en négoce de clôture métallique. Voilà, donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet en recevant Sandra Legrand. Bonjour Sandra Legrand. Bonjour Marie-Claire. Merci d'être là. Alors Sandra, j'aurais eu finalement plusieurs motifs tout à fait valables pour vous inviter dans cette séquence, parce que votre parcours est très riche. Je l'ai dit en introduction, vous êtes tout à la fois... vous êtes entrepreneur, mais vous avez déjà créé plusieurs entreprises, vous êtes également auteur, vous êtes conférencière. Et finalement, si j'ai choisi de vous inviter aujourd'hui, ce n'est pas pour tout cela, c'est pour un rôle qui est moins connu, qui est celui de votre présidence de l'association Entreprendre pour la France pour la partie Île-de-France, Entreprendre pour apprendre, pour la partie Île-de-France. Et pourquoi ce choix ? Parce que je souhaitais que vous expliquiez tout le travail fait par cette association qui est très, très, très remarquable et dont le seul nom, d'ailleurs, Entreprendre pour apprendre, est tout un programme. Et j'ai bien retenu également le motto de départ qui était de dire on va unir le monde d'entreprise et le monde de l'éducation pour ouvrir de nouvelles voies aux jeunes. Et c'est un motto qui peut tout à fait être d'actualité. Voilà. Alors, dites-nous plus précisément de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a prévalu à l'origine, parce que ça remonte à 1965. Parlez-nous de l'association, puis on reviendra bien sûr après sur les filles, les femmes dans ce monde-là. Merci. Alors effectivement, Entreprendre pour apprendre, ça vient d'un mouvement européen, une ONG qui s'appelle Junior Achievement et qui travaille la jeunesse et l'entrepreneuriat. Et de cela découle Entreprendre pour apprendre France, qui est la tête de réseau, et de ça découle 18 associations, dont l'Île-de-France, et je suis présidente de la section Île-de-France, donc Paris Entreprendre pour apprendre Île-de-France. Alors notre objectif, vous l'avez dit, c'est effectivement de rapprocher le monde de l'entreprise et de l'éducation, avec un triptyque autour de... en fait, c'est comment on crée par l'expérientiel des expériences, c'est le cas de le dire, de mini-entreprises pour effectivement avoir ce lien et bien comprendre comment le monde de l'éducation et ce qu'on apprend à l'école peut être directement appliqué dans la création d'entreprises ou tout simplement dans les métiers de l'entreprise. Et le jeune comprend bien cette relation-là, ça évite aussi le décrochage, ça remotive aussi, parce qu'on sait toujours qu'on se dit qu'est-ce qu'on apprend, à quoi ça va servir, on ne voit pas le lien tout de suite. Voilà, donc effectivement, on est à la fois sur l'orientation et bien sûr sur demain l'insertion et au milieu peut-être l'expérience entrepreneuriale, avec un triptyque d'un côté... Alors comment ça se passe justement ? Alors voilà, concrètement... C'est un petit triangle isocèle avec d'une part des jeunes avec des enseignants, donc des professeurs qui sont les encadrants des programmes. Côté droit, on a les entreprises avec des mentors. Donc les entreprises nous aident à financer les projets et aussi à demander à leurs collaborateurs de s'impliquer dans des projets en tant que mentors. Et bien sûr, EPA Île-de-France avec une équipe. J'ai une équipe aujourd'hui de 5 personnes avec une directrice, Amandine Oudard, très impliquée, et 4 coordinateurs et animateurs qui travaillent toute l'organisation des programmes, la pédagogie. Et ce qui est important, c'est qu'on forme aussi un petit peu à la fois les professeurs, mais aussi les mentors, à cette pédagogie un peu innovante, bien pratique, sûr, expérientielle. Qui s'adresse à des jeunes de quel âge à quel âge ? Alors, le spectre est entre la 6e du collège jusqu'à la terminale, mais on fait aussi des BTS, on fait aussi des publics un peu plus éloignés, parce qu'on a un focus sur les publics sensibles. Alors, on est beaucoup dans les lycées REP, REC+, QVP, un quartier prioritaire de la ville. Et en fait...
on a un cœur un petit peu entre la 4e, la 3e et la seconde, qui est un peu un moment charnière où on fait aussi des stages en entreprise quand on est en 3e. Et donc c'est un peu une alternative. Voilà, c'est un peu une alternative possible. Bien sûr. Et effectivement, aujourd'hui, EPA France accompagne 33 000 jeunes. C'est un chiffre considérable. 2000 mentors, c'est très bien. 2000 mentors et 3600 enseignants qui sont impliqués. Et nous, sur Entreprendre pour apprendre Île-de-France, on est à 1300 jeunes cette année, mais on va tripler l'année prochaine. Très bien, c'est un bel objectif. Alors, venons-en justement, parce que ce sont des programmes qui sont mixtes, donc qui s'adressent aussi bien aux filles et aux garçons. Néanmoins, est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que vous observez des comportements particuliers? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez retirer de tout ça? Alors, d'abord, on a fait quelques programmes. D'abord, 70% des directrices régionales sont des femmes. Bravo. Donc voilà, c'est peut-être un hasard, voulu ou subi. Mais il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard, absolument. Donc j'en suis une aussi. Je fais partie de celle-là. Et puis on a monté aussi quelques programmes parce que, vous savez, une petite anecdote. Quand j'étais mentor, avant de prendre la présidence, il y a un moment où, dans la mini-entreprise, vous savez, on travaille l'idée, ensuite la concrétisation, l'organigramme, les recrutements des différents postes, la production, la distribution, la communication, le marketing. Enfin, on fait toute la chaîne. Toutes les étapes. Pendant cette mini-entreprise qui dure tout le long de l'année. C'est le programme, ce qu'on appelle L, large. On a des programmes aussi plus courts sur une semaine ou sur une journée. Et je pose la question, qui veut être PDG? Paf, que des garçons. Qui veut être directeur commercial? Paf, que des garçons. Qui veut être responsable marketing et communication? Paf, que des filles. Et là, je me suis dit, il y a un vrai sujet. Et donc, j'ai expliqué que le poste de PDG était aussi pour les femmes, voire même encore plus, avec notre polyvalence, notre courage. Enfin, je pourrais faire une dissertation là-dessus. Et donc, voilà. Donc, je me suis dit, il y a un vrai sujet. Alors, on a aussi fait, par exemple, une journée, une mini-entreprise à l'Assemblée nationale autour du mois des droits de la femme, la défense des droits de la femme en mars, où il y avait 100 jeunes et beaucoup de députés qui se sont impliqués, qui ont exprimé leur parcours. Et c'était vraiment enrichissant parce qu'on voyait bien le monde du public et du privé. Parce que à la fois, on est avec des établissements publics et privés, et pareil pour les entreprises, publiques et privées, qui sont nos financeurs et nos développeurs. Donc on a fait ça. On va faire l'année prochaine des programmes pour développer toute la connaissance des métiers autour du scientifique et de la technique, pour que, effectivement, avec ce sujet que les filles ne vont pas suffisamment dans ces métiers, donc d'où l'importance d'en parler davantage encore. Et au niveau européen, on avait fait aussi Women in Finance, où on avait aussi développé une visite de la Banque européenne, pour que la finance ne soit pas aussi réservée qu'aux hommes. Donc on essaie de faire un focus, c'est pas l'objet principal, mais on essaie de faire ce focus là-dessus. Et surtout, en fait, l'étude d'impact a révélé 3 choses rapidement. C'est qu'on a donner à ces jeunes cette capacité à s'exprimer à l'oral, ce qui est toujours un petit sujet, plus pour les femmes que pour les hommes. Bien sûr. Les hommes sont très bons à l'écrit, mais les filles encore meilleures. Donc là, capacité de parler à l'oral, faire ses pitchs, parce qu'ils sont non-stop en train de faire des pitchs pour présenter, pour obtenir des fonds pour leurs projets. On a aussi vu que, quelque part, ils faisaient bien le lien entre ce qu'ils apprenaient et ce qu'ils appliquaient. Donc, remotivation sur les cours. Et puis, qu'ils apprennent à travailler en collectif, parce qu'en général, c'est des classes. Donc, c'est un groupe de classes, enfin, d'élèves. Ils sont 20, 25 et ils vont se donner des postes, ils vont se donner des missions, ils vont avoir des reportings à faire, des points d'avancement. Et donc, ils apprennent à travailler en collectif et c'est quand même ce qu'on fait régulièrement en entreprise. C'est vraiment, un super programme. J'ai pu assister à des présentations et c'est vrai que c'est un très beau programme. Donc, écoutez, bravo. J'espère d'ailleurs que le fait d'être là et d'en parler, vous allez avoir donné envie encore plus aux entreprises de nous rejoindre, et bien sûr. Et puis au monde de l'éducation aussi, d'avoir encore plus de professeurs et d'établissements volontaires pour participer. Mais c'est certain que chaque fois qu'on peut mettre en face et dans de bonnes conditions l'entreprise et le monde de l'éducation, on est forcément gagnant. Les jeunes sont gagnants et la société est gagnante. Oui, et c'est un vrai engagement collaborateur. Donc n'hésitez pas, les entreprises qui veulent engager leurs collaborateurs, et puis cette marque employeur qui est importante. Donc merci beaucoup Sandra pour ce témoignage et merci pour cet engagement en plus de vos autres activités. Absolument. Merci Sandra. Au revoir. Bonjour Patricia Chaplotte. Bonjour Marie-Claire Capobianco. Ravie de vous retrouver sur ce plateau. Alors Patricia, vous avez, tout comme Sandra Legrand que je viens d'interviewer, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes entrepreneur, vous avez déjà créé, cédé une entreprise de stratégie en communication, vous êtes directrice générale d'Obscot Décideur. Vous êtes également, je sais que vous en êtes fier, alors je le cite, vous êtes également commandant de la réserve citoyenne du gouverneur militaire de Paris. Donc voilà, donc beaucoup de cordes à votre arc. Mais aujourd'hui, j'ai souhaité vous entendre sur
sur le sujet des femmes d'influence, parce que vous êtes la présidente fondatrice des femmes d'influence depuis bientôt 10 ans. Donc c'est le sujet qui va... Année. Voilà, une belle année, une belle anniversaire. Mais avant d'arriver très vite aux femmes d'influence, votre regard finalement, parce que vous avez occupé, vous avez été journaliste, votre regard sur les femmes dans les sphères de pouvoir. Alors, j'ai aussi travaillé en cabinet ministériel, donc j'ai vu évoluer, Ouais. par exemple, les femmes dans le monde politique. Alors, j'ai envie de dire quand même, soyons un peu positives. Oui, Je pense toujours. que dans le monde politique, il y a eu des lois qui ont permis ce qu'on appelle les millefeuilles sur Bien les sûr. listes électorales, qui ont donné, obligé à mettre des quotas. Donc, je pense que la place des femmes a évolué dans le monde politique. La place des femmes a évolué grâce à deux femmes qu'on connaît bien, Marie-Josée Zimmermann, Bien sûr. avec sa loi qui a obligé à mettre plus de femmes dans les conseils d'administration. On a la députée Marie-Pierre Rixain, Oui. voilà, qui en décembre 2021, fait aussi voter une loi Tout à qui fait. permet d'augmenter les femmes dans les comités exécutifs. Donc ça bouge beaucoup. En revanche, quand on sort des sphères de pouvoir, pour des jeunes femmes de CSP, comme on dit, un peu moins favorisées que les femmes CSP+, qu'on vient de citer, je pense que là, on a encore un sujet. Et le sujet, c'est l'émancipation économique des femmes, et c'est un peu ce qu'évoquait Sandra Legrand tout à l'heure, c'est la formation. Si on ne pousse pas les jeunes filles à être éduquées, à se former, à faire des écoles, de l'apprentissage, etc., on se retrouve avec des jeunes femmes ou des femmes mariées qui veulent évoluer, qui sont dans des... Et on parle des violences conjugales, mais quand les femmes subissent des violences conjugales et ne partent pas, c'est souvent parce qu'elles n'ont Oui, pas pour des les moyens. conditions financières, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Donc je pense que dans les sphères qui ne sont un peu moins les sphères de pouvoir, mais dans un Oui. deuxième ou un troisième cercle, il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'éducation, la formation et sur cette émancipation économique des femmes pour qu'elles aient leur liberté d'action et d'ambition et de volonté. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut souvent, on parle toujours des rôles modèles, on parle de la visibilité des femmes, et alors c'est pour ça peut-être que vous avez créé Femmes d'influence. Le prix de la femme d'influence, c'était il y a 10 ans, et c'est à cette époque-là que nous nous sommes connus, Marie-Claire, parce que je trouvais qu'on parlait beaucoup, il y avait quelques femmes qui étaient très visibles, j'allais dire une dizaine pour simplifier, et c'était un peu toujours les mêmes qu'on voyait dans les médias, qu'on voyait prendre la parole, qu'on entendait dans les colloques, les tables rondes, les événements économiques ou politiques, et je me suis dit, il faut ouvrir la visibilité, il faut donner plus de visibilité à des femmes qui sont beaucoup plus accessibles. Qui sont des rôles modèles, comme on dit, même si cette expression... Oui, l'expression est un peu agaçante, voilà, mais elle est un peu agaçante, mais c'est vrai que toutes nos filles ou les jeunes filles ne feront pas HEC, l'ENA, Sciences Po, etc., ou des grandes écoles de commerce. Donc il fallait montrer des femmes entrepreneurs, comme celles que nous allons voir tout à l'heure, des femmes entrepreneurs, des ETI, des petites entreprises familiales qu'il faut reprendre, etc., etc. Et le prix de la femme d'influence, c'est un peu ça, c'est donner de la visibilité à des femmes de tous horizons, les femmes du monde associatif, des sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que souvent, dans toutes ces catégories-là, y compris dans le monde de la culture, on voit souvent beaucoup d'hommes. Donc le prix, depuis 10 ans, essaie de mettre toutes ces femmes dans la lumière et d'essayer de les médiatiser et de les rendre plus visibles. C'était vraiment une très belle initiative, d'ailleurs, qui a, effectivement, on s'est rencontrés à ce moment-là et qui a fonctionné dès le départ, parce qu'elle répond à un besoin et elle est vraiment très porteuse. Et on voit des femmes que vous avez, qui ont participé à un jury au départ, mais qui ont été effectivement primées et qui après sont devenues beaucoup plus visibles. On a eu le nez tous ensemble quand j'ai remis un prix à Yael Braun-Pivet, première femme présidente de la commission des lois. Personne ne savait qui elle était. Aujourd'hui, elle est présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, j'avais nommé Christelle Heidemann. On ne l'avait pas gagnée. Aujourd'hui, elle est présidente d'Orange. Et j'ai comme ça plein d'exemples. Nathalie Bala, qui dirige la Redoute, à l'époque, on l'a nommée. Qui a vendu depuis, mais qui a été aussi... Bien sûr, que j'ai d'ailleurs reçue dans cette émission. Et qui a été très intéressante. Alors Patricia, vous avez aussi, toujours dans le mouvement de femmes d'influence en quelque sorte, vous avez coécrit avec Anne-Marie Rocco, et d'ailleurs ça a été préfacé par Christine Lagarde, le livre que vous avez d'ailleurs devant vous, qui est Égalité femmes-hommes, grande cause, et puis après, donc c'était votre... Et vous avez rencontré beaucoup, vous avez fait plusieurs entretiens pour nourrir cet ouvrage. Qu'est-ce que vous en avez retiré des discussions que vous aviez eues? Qu'est-ce que vous avez retiré comme leçon
peu de temps pour le faire et quelles solutions pour accélérer encore? Alors, on a interviewé 10 femmes qui ont toutes été premières dans leur vie professionnelle, quelque part. Première femme présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui maintenant vient de partir. Delphine Ernotte, la première femme présidente de France Télévisions, etc. etc. Ça a été assez passionnant. Édith Cresson, première femme première ministre. Bien sûr. Maintenant, il y en a une deuxième, et tant mieux. Ce qui a été... Par exemple, Christiane Lambert, dans le monde agricole, c'est un monde qui est très masculin, on peut dire presque un peu macho. Bien sûr. En fait, je me suis rendu compte que ce monde-là, alors Christiane a beaucoup de cordes à son arc, mais j'ai le sentiment qu'il y avait moins de misogynie, on pourrait l'imaginer, que par exemple en politique, où on a vu Édith Cresson nous racontant des histoires improbables qu'on a un peu oubliées et qui l'a fait énormément souffrir. Mais c'est vrai que toutes ces femmes ont été obligées de se battre peut-être 2 fois plus que les hommes pour arriver là où elles étaient. Et puis le constat aussi, c'est qu'elles sont moins attachées à leur communication et à leur image que les hommes. Anne-Marie Idrac, première femme présidente de la RATP et de la SNCF, m'a dit, finalement, j'ai pas été bonne en com, j'avais pas d'attaché de presse personnelle, je m'occupais pas de ma com, je pensais que si je faisais bien mon travail, ça suffirait. Non, ça et elle se rend compte aujourd'hui que non, et que beaucoup ont 2 voire 3 agences de com avant même d'arriver pour s'occuper de leur image. Écoutez Patricia, on va retenir finalement comme idée justement pour favoriser davantage encore cette égalité à laquelle nous aspirons toutes et de façon plus rapide que ce qui se passe, même si les choses avancent bien, on va retenir l'idée qu'il faut également communiquer, donc il faut également parler et finalement merci pour cette permanence dans donner de la visibilité aux femmes et c'est bien que nous soyons là ensemble puisque nous avons encore pu en parler une fois. Nous communiquons et nous expliquons aux femmes qu'il faut qu'elles soient davantage visibles dans les médias. Absolument. Merci beaucoup Patricia. Merci Marie-Claire. À bientôt. À bientôt. Et je vais recevoir maintenant une chef d'entreprise, vous allez voir, tout à fait passionnante. Karine Chéneau. Bonjour Karine Chéneau. Bonjour Marie-Claire. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors Karine, vous êtes donc la présidente exécutive du groupe Lambert et je suis particulièrement ravie de vous recevoir parce que ça va nous permettre une nouvelle fois, c'est un petit peu dans la suite de ce que nous avons dit tant avec Sandra qu'avec Patricia, ça va permettre une nouvelle fois de montrer qu'il y a des femmes tout à fait talentueuses à la tête de belles entreprises, donc en l'occurrence une PME, dans l'industrie, en région. Voilà, donc c'est tout ça à la fois, donc je suis ravie. Alors, en effet, vos usines sont à Couëron, près de Nantes, et vous œuvrez dans la tréfilerie, donc la fabrication de clous, de pointes en langage industriel et de fils d'acier. Vous êtes également dans le négoce donc de clôture pas électrique, de clôture métallique pour les professionnels des espaces verts. Et le groupe Lambert, c'est un groupe familial qui a 100 ans l'an prochain. Donc ça sera un anniversaire à fêter, bien évidemment. Vous êtes la 4e génération et vous êtes la première femme à diriger ce groupe. Donc, alors racontez-nous un petit peu le début de votre histoire. Donc, vous avez fait quoi avant d'y arriver, de rentrer dans l'entreprise familiale, et pourquoi êtes-vous rentré dans l'entreprise familiale ? Alors, j'ai effectivement, moi, grandi avec cette entreprise à côté, puisque mon père en était le dirigeant, et elle avait été créée par mon arrière-grand-père, Paul Lambert, d'où le nom de l'entreprise. Et je n'ai pas grandi en me projetant dans la reprise de l'entreprise, non pas parce que c'était quelque chose qui m'était interdit, mais parce que je n'y pensais pas, tout simplement. Vous étiez 4 enfants, je crois. Oui, 4 filles. C'était 4 filles, voilà. Donc c'était une question pour savoir s'il y avait des garçons dans le jeu ou pas. 4 filles, et mon père donc dirigeait cette entreprise, donc avec laquelle on a grandi, tout en étant très très occupé, donc il n'en parlait pas non plus beaucoup à la maison. Et donc moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'étais intéressée par la gestion, l'économie, les finances, et donc j'ai fait des études de Sciences Éco, puis un DESS de gestion comptable et financière, et puis je suis partie travailler dans un cabinet de fusion-acquisition, puis j'ai fait du contrôle de gestion. Bonne formation. Voilà. D'ailleurs, ça m'a permis de rencontrer des chefs d'entreprise qui vendaient leurs entreprises, et donc ça m'a beaucoup intéressée à chaque fois les belles histoires d'entreprises souvent familiales. Et puis ensuite, j'ai fait du contrôle de gestion dans un grand groupe de transport ce qui a été très, très formateur. Et puis, à l'âge de 26 ans, 27 ans, je me suis encore plus intéressée à l'entreprise. Alors,
depuis une dizaine d'années, mon père m'en avait quand même beaucoup plus Oui, parlé. il avait essayé de vous pousser un petit peu. J'étais titulaire d'une action d'ailleurs, et donc je participais de loin en loin à quelques réunions AG et conseils d'administration. Vous me disiez dans la salle à manger de vos grands-parents. Donc, et puis j'avais fait le mémoire de fin d'études aussi sur l'évaluation de l'entreprise, donc je m'y intéressais quand même, et puis il y avait des connexions forcément avec ma formation. Et donc à cet âge-là, vers 25-26 ans, je me suis dit qu'il y avait une opportunité de rejoindre l'entreprise, puisque mon père avait un adjoint à l'époque qui partait en retraite et qui avait 38 ans d'ancienneté, donc il y avait un enjeu aussi pour mon papa, le remplacement de cette personne-là. Et puis je voyais qu'il avait plein de projets à mener dans l'entreprise, des projets de modernisation aussi, et pas beaucoup de relais pour l'appuyer dans ses projets. Et donc cet adjoint partant, je me suis manifestée et je lui ai dit peut-être que je pourrais venir travailler avec toi. Il a accueilli la proposition avec enthousiasme. Oui, tout à fait. Il était surpris, mais très content, et ça s'est bien passé. Et l'autre élément déclencheur, au-delà de cette circonstance du départ de son adjoint, c'était donc je travaillais dans un grand groupe. C'était, comme je le disais, très formateur, très intéressant. C'était varié, mais le poids de l'organisation, finalement, commençait à peser. Et je voyais que pour prendre des décisions, il fallait en référer au N+1, N+2, N+3 avant que ça redescende. Et ça, je trouvais que c'était un peu long. Et moi, j'avais envie de mettre en application des choses. Et donc, je me suis dit, j'aurais plus d'occasion de prendre mon destin en main. Pour autant, on m'avait dit, quand on a discuté ensemble, on m'avait dit que malgré tout, la perspective de passer votre vie dans une PME, c'était pas non plus votre... C'était le frein. Voilà. Mais après, tout ça s'est levé. Alors, vous avez intégré l'entreprise donc en 2002, si je me souviens bien. Ouais. Et vous en êtes devenue dirigeante en 2009. Donc vous avez eu une courbe d'apprentissage. Mais 2009, c'était une année comme de crise financière, donc c'était quand même pas facile du tout. Et vous avez été confrontée dès le départ à des actions difficiles. Oui, ça c'est quelque chose qui restera pour moi un petit peu douloureux. C'est que la première décision que j'ai eu à prendre en tant que nouvelle dirigeante, c'était de faire du chômage partiel. Puisque après la crise financière en septembre 2008, on s'est retrouvé en janvier 2009 avec 57% de chiffre d'affaires en moins, le calme plat, les équipes qui venaient tous les matins et pas de boulot à leur donner. Donc j'ai dû faire ça. Bon, c'était en même temps très formateur. C'est aussi, je pense, ce qui a un peu freiné mon père à partir tout de suite. Donc on s'entend très très bien, et puis il est resté à côté de vous. Il est resté, il s'est dit oulala, dans quelle galère j'ai mis ma fille. Donc il s'est retiré de tout rôle opérationnel, le management, le commerce, les comptes, et puis il est quand même resté, c'est à la fois la mémoire de ce qui s'est passé avant, et puis il a un talent de créativité, et donc il a sorti de ses tiroirs toutes les idées qu'il n'avait pas pu mettre en œuvre auparavant. Ça c'était formidable, parce qu'il nous crée des nouveaux produits maintenant. Voilà, une complémentarité, et franchement je trouve que c'est une intelligence et de sa part et de la vôtre d'avoir réussi à avoir cette complémentarité avec vraiment le management à votre main, lui sur les aspects plus... C'est vrai que c'est pas évident de transmettre quand on a été le dirigeant plusieurs années, et il l'a vraiment fait de façon remarquable, en se mettant en retrait tout en étant là pour moi. Bien sûr, oui, une situation... Alors vous m'avez dit également que néanmoins, vous aviez eu besoin d'avoir des échanges avec vos pairs, donc vous vous sentiez malgré tout un petit peu, le fameux isolement du chef d'entreprise. Donc c'est l'époque où vous avez rejoint le CJD, vous en avez pris d'ailleurs la présidence après. Bon bref, qu'est-ce que vous avez trouvé, parce que l'accompagnement est important, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces échanges avec les autres chefs d'entreprise? Le métier de dirigeant en soi ne s'apprend pas à l'école. On apprend la gestion, on apprend le commerce, on apprend le management, mais le métier de dirigeant est un métier en soi. Et j'ai eu besoin d'aller échanger avec d'autres dirigeants pour voir comment ils faisaient. Et donc j'y ai trouvé ça. J'ai une école des dirigeants. J'y ai trouvé beaucoup d'échanges, j'y ai trouvé de la solidarité aussi, puisque quand on a une problématique à gérer et qu'on en discute avec quelques-uns, on se rend compte qu'on a tous les mêmes, même si on a des métiers différents. Donc c'est ça que j'y ai trouvé, et ça m'a fait grandir, à plus avec une couleur spécifique au CJD, c'est qu'on milite pour une économie au service de l'homme, donc c'est aussi, ou de la femme d'ailleurs. Oui, bien sûr, la femme et l'homme. Voilà. Et donc c'est une certaine idée de l'entrepreneuriat aussi, une certaine idée de collaboration avec les salariés, de partage d'un projet, de management collaboratif, etc. Donc c'est tout ça que j'ai trouvé au CJD, et j'y ai aussi trouvé le goût de l'engagement. Oui. Puisqu'on s'engage au CJD. Sur d'autres causes également. Vous l'avez évoqué, donc...
en tant que femme, on Oui. vient nous chercher aussi Oui. plus facilement presque pour s'engager. Et donc, je suis devenue présidente de ma section à Nantes, puis de ma région. Et Non, mais ainsi de c'est suite. très bien. Alors, aujourd'hui, c'est une entreprise qui tourne bien. Hein. Vous êtes proche des 30 millions de chiffre d'affaires, 80 collaborateurs. Donc, et vous faites tout cela avec ce souci à la fois d'engagement et de rentabilité, bien évidemment. Et vous le faites avec une conception du management qui est très affirmée. Et alors, vous parlez souvent enfin, souvent, ou du moins, vous parlez d'une entreprise qui est libérante et non pas libérée. Oui, le concept de l'entreprise libérée, je me suis Oui. longtemps... ça m'a beaucoup intéressée. Oui. Je connais pas mal de chefs d'entreprise qui ont enclenché cette démarche dans leur entreprise. Il m'a semblé qu'elle n'était pas complètement adaptée à notre métier, peut-être même. On a un métier de savoir-faire ancien, dans la métallurgie, avec une certaine relation aussi entre les collaborateurs, enfin, notamment les équipes de production et les autres. Et donc, ce qui m'intéresse dans le concept d'entreprise libérée, c'est le fait que chacun peut donner son avis, c'est celui qui sait, qui fait. Et donc, j'aime bien l'idée de libérance, c'est-à-dire que dans une entreprise, on peut avec une grandir, bien on peut grandir, continuer à apprendre, s'épanouir. Et c'est ça, le fait de se libérer soi-même, qui plus que le concept très formaté, finalement, de l'entreprise libérée. Bien sûr. Mais, c'est toujours un peu la règle des concepts, d'ailleurs, hein, parce que, forcément, on théorise après des Donc choses nous ne sommes pas une entreprise libérée. Voilà. Mais vous libérez néanmoins mais on a les pourtant à énergies. cœur, Vous à libérez cœur les énergies, de participer, de faire participer tout le monde et d'écouter chacun, surtout. Alors, vous avez connu, comme tout le monde d'ailleurs, plusieurs crises, bien sûr, puis on a vécu encore une et on en vit encore. Mais vous me disiez que vous avez considéré que, finalement, ces situations difficiles vous avaient permis de faire encore plus, finalement, avait renforcé l'entreprise, en ce sens qu'elle était désormais moins fragile, plus adaptable, plus agile. Finalement, les leviers que vous avez utilisés pour en arriver là? Tout au long de son histoire, en fait, vous le mentionnez, nous allons avoir 100 ans l'année prochaine, et donc forcément, en 100 ans, on traverse différentes situations, différents contextes économiques, etc. Et à chaque fois, ça a été notre truc de nous adapter, à la fois dans les propositions de nouveaux produits, d'aller voir de nouvelles clientèles, et pour les crises que j'ai connues moi, donc depuis ces dernières années, et Dieu sait si ces 3 dernières années, on a eu des surprises et des choses à vivre incroyables. Les leviers qu'on a utilisés, c'est à la fois notre savoir-faire, notre expertise, ça c'est très important pour nous. Ce sont aussi nos valeurs, c'est-à-dire les valeurs qu'on partage avec nos collaborateurs, avec nos clients, avec nos fournisseurs, la durabilité des relations qu'on a aussi avec eux. Certains clients travaillent avec nous depuis des décennies, les fournisseurs pareil, et les collaborateurs aussi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie parce que au moment du Covid ou de la guerre en Ukraine, quand certaines frontières se sont fermées, on était là et on a pu être approvisionné dans le cas des fournisseurs, où on a pu fournir les clients parce qu'on avait cette relation depuis longtemps avec eux. Donc c'est notre expertise, c'est la durabilité des relations qu'on a avec chacun. Et puis, le fait de garder une ligne de conduite. Donc, on a beaucoup réfléchi aussi à ce qu'était notre raison d'être ces derniers temps. Alors, c'est un concept un peu à la mode, mais je trouve vraiment intéressant parce que ça permet de mettre des mots sur ce qu'on vit depuis 100 ans et qui nous permet de nous projeter dans l'avenir et de guider les décisions qu'on prend, les recrutements qu'on fait, etc. Eh bien, écoutez, donc merci pour ce témoignage et cet enthousiasme que je trouve communicatif. Et je suis persuadée que s'il y en avait encore qui pouvaient douter que des femmes pouvaient être excellentes dans la direction d'une entreprise industrielle, c'est désormais acquis que c'est possible. Merci beaucoup. Merci Karine. Bon, l'émission est terminée, donc bonne écoute de toutes les interventions qui ont eu lieu et à très bientôt.